et je m'efface. Donc, à toi, Philippe. Merci, Gary. Merci bien. Bon, en tout cas, merci à tous. On est assez nombreux là. Je suis ravi que ce table ronde ait un certain succès. Voilà, on a trois invités. Donc, on va parler 2 ans après cet incendie dramatique qui a ravagé la toiture, la charpente et la flèche de Notre-Dame, et qui a failli mettre en péril, et encore, on ne sait pas, et on en parlera justement, on ne sait pas dans quel état sont les murs aujourd'hui. Enfin, on a quand même quelques craintes, quelques doutes. Donc 2 ans après, il ne s'agissait pas évidemment de revenir sur l'incendie. On a tous les images en tête, des images épouvantables, soit qu'on les ait vues en direct pour ceux qui ont convergé vers l'université, soit qu'on les ait vues sur nos écrans de télé. Voilà, ça a brûlé pendant 2 heures. On a Philippe, échappé au excuse-moi, pire excuse-moi, grâce Philippe. au... Philippe, excuse-moi, il faut juste parler Oui, plus fort. Il faut parler plus fort. voilà, on a échappé au pire grâce aux pompiers qui ont été assez extraordinaires. S'en est suivi évidemment la volonté de reconstruire avec toutes les interrogations, reconstruire comment, à l'identique, différemment. Les architectes, les grands cabinets d'architectes se sont précipités pour avancer les projets les plus courts. C'était un peu un concours les films d'une nouvelle sèche. Et puis, on est revenu un peu à la raison et on est aujourd'hui sur une reconstruction, on va dire, avec beaucoup de guillemets à l'identique. Alors, il ne s'agit pas de faire des commentaires sur les projets de l'établissement public qui sont toujours très discrets sur le général Georges Dolin, qui sont très discrets sur les projets, en tout cas les mois qui vont suivre. Hein. On sait déjà un certain nombre de choses, mais pas tout, évidemment. En tout cas, pendant 2 ans, les scientifiques se sont vraiment activés. Et on a vu des choses incroyables, hein, de spécialistes du bois, du fer, de la pierre, qui ont déblayé le terrain, pas eux directement, mais en tout cas avec l'aide de ces voltigeurs, comme on peut le dire, hein, ces cordistes qui sont pendus au mur pour déblayer absolument l'intégralité de ce qui avait été consumé, abîmé. Il y a eu l'échafaudage, ce fameux échafaudage qui a été dégagé, dont les derniers tubes ont été enlevés il y a finalement assez peu de temps. Voilà, donc moi j'ai souhaité réunir trois spécialistes. Monsieur Hubert, Arnaud Hubert, ils se présenteront à tour de rôle. Hein. Arnaud Hubert, qui est un historien de l'art et qui est spécialiste du gothique, qui lui préside je cherche le nom exact, l'association de scientifiques au service de la restauration de Notre-Dame de Paris, c'est-à-dire une association qui regroupe, quand on voit la liste, il y a une quarantaine, voire une cinquantaine de scientifiques qui aujourd'hui, chacun dans son domaine, travaillent sur les restes de Notre-Dame, enfin les restes, en tout cas il n'y a pas que les restes, hein, c'est-à-dire sur les murs, sur les décombres, voilà, pour essayer de dégager des informations qu'on n'avait pas du reste. Pour le bois, j'ai demandé à Alain Pointe de nous parler de son travail de modélisation d'une charpente à l'identique de celle qui s'est consumée à Notre-Dame pour étudier pendant un certain nombre de mois la façon dont elle va travailler. Et à Jean-Jacques Soulac, qui est architecte, de nous parler justement de cette charpente, du travail du bois, de la manière dont on pourrait aujourd'hui concevoir une charpente à l'identique, par quels moyens, est-ce qu'il y a des gens compétents pour le faire aujourd'hui, voilà, la manière du XIIIe siècle, en fait, on ait envie de retrouver les assemblages de cette époque. Voilà, donc le mieux, on va peut-être démarrer avant que chacun se présente, chacun des intervenants se présente et explique qui il est, ce qu'il fait exactement. Je vous propose de voir quelques images qui ont été prises par Stéphane Compoint, qui est un photographe qui a été parmi les premiers à pouvoir entrer, alors avec évidemment la combinaison, etc., à l'intérieur
de Notre-Dame dès qu'elle a été ouverte, c'est-à-dire elle était hors de danger, si on veut dire. Et je vous propose de regarder ces dernières photos. Vous verrez un peu où on en est aujourd'hui. Alors, il y a des photos évidemment qui datent de quelques semaines, et puis d'autres qui sont tout à fait récentes. Donc, il y a 8 photos, hein, que je vous propose de voir. Vous les voyez? Non. Non, On les voit non, Non. non. Ah, alors, non. Écran partagé, alors. Oui, Voilà. Là, on les voit? là. Voilà. Vous les voyez tous, hein, Gary? Oui, Oui? oui, Bon, ça, c'est une photo. Vous allez voir, je la monte un peu. C'est la croisée c'est la voûte qui s'est effondrée, la croisée des trompettes. Voilà. Donc, qui supportait la flèche. L'écroulement de la flèche a entraîné l'écroulement de la voûte, de cet endroit de la voûte. Et donc, aujourd'hui, c'est étalé, vous le voyez, c'est un état qui date d'il y a quelques jours. Là, c'est la charpente consumée, le reste de la charpente. Je monte un tout petit peu, voilà, qui est assez spectaculaire. Hein. Là, on voit bien cette partie, ces débris hein, consumés. Là, je crois qu'on vous voit maintenant, Monsieur Hibert, c'est tout, hein, je crois. Hein, Oui, oui. qui a été en photo, hein, ou je me trompe. Hein. Oui, c'est moi. et ce sont des photos de Stéphane bon, Compoint, qui est membre de la JP. Voilà, les membres de la JP qui travaillent beaucoup pour le pèlerin. Voilà, ça c'est les fameux cordistes qui font un travail incroyable, hein, comme ça je suis conduit le long des murs. Hein, voilà, je suis très, très admiratif parce que ça dure des heures dans leur combinaison. Là, je crois qu'il. Attendez, je regarde, où on en est là. Oui, c'est un peu flou là, non? Non, ça va, vous voyez bien? Là, non. Là, on ne voit plus. Hein. Je ne sais pas pourquoi on ne voit plus. Bon. Ah, je ne saurais pas vous dire pourquoi. Ah, voilà. Ça, c'est un cordiste. Et puis là, oui, voilà, c'est là. Comme photo. Vous cliquez sur la photo. Voilà, ça, c'est les étayages. Hein, c'est intéressant pour la chapelle. Pardon? On coupe les sons, mais Ouais. Voilà. Et ça, c'est aujourd'hui l'intérieur qui est tellement échafaudé. C'est assez spectaculaire. Tout l'intérieur est échafaudé. Voilà, pour pouvoir travailler sereinement sur les voûtes et les murs. Voilà, donc j'arrête le partage. Je vous propose de vous présenter les 3 intervenants. Vous voulez peut-être commencer de Jean-Jacques Soulas? Comme vous souhaitez. La présentation. Oui, c'est bon, tout le monde m'entend. Ok, ben, la présentation est très simple. Moi, je suis donc je suis architecte DESA. Je suis enseignant chercheur à l'école d'architecture et de paysage de Bordeaux et praticien naturellement. Je suis praticien d'architecture. J'ai une agence qui aujourd'hui s'est réduite dans sa taille, mais qui a été pendant plusieurs décennies en charge de différents chantiers, et notamment, principalement, je dirais, de construction bois. Pourquoi la construction bois? Eh bien parce que c'est un domaine qui m'a toujours intéressé et que j'ai pratiqué avant d'être architecte en tant que charpentier pendant plus de 8 ans. Voilà, j'ai effectué le tour de France et j'ai travaillé ensuite pour la rédaction de l'encyclopédie de la charpente avant d'engager mes études d'architecte. Voilà, et aujourd'hui, donc l'enseignement m'occupe principalement, ainsi que l'expertise dans le domaine de la construction bois. D'accord. On
on reste sur le bois avec vous, Alain Cointe. Bonjour à tous. Donc, Alain Cointe, je suis enseignant-chercheur à l'Institut de mécanique et d'ingénierie de l'Université de Bordeaux. Et je travaille sur des problématiques liées aux matériaux bois, sur le bois en dimension d'emploi structurel, également une thématique portée sur le patrimoine, et notamment le patrimoine bois, avec une collaboration assez forte depuis de nombreuses années avec Emmanuel Morin, Jean-Luc Courreau et Philippe Gallimard, qui sont présents en tant que collègues et uniquement spectateurs, j'allais dire, ou auditeurs de cet entretien. Ok, merci. Arnaud Hibert, c'est à vous si vous pouvez nous dire en quelques mots quelle est la nature de votre travail autour de Notre-Dame et en général. Oui, bonsoir à tous. Donc, moi, je suis en effet ingénieur en géotechnique et génie civil de formation et j'ai fait mon DEA en géomécanique. Et puis ensuite, comme on peut dire, j'ai viré ma cutille. Puis j'ai fait l'école du Louvre et finalement, je me suis engagé en thèse, dans une thèse d'histoire de l'art et mon sujet de thèse a été consacré aux techniques de construction et de conception des voûtes d'ogives au XIIe et XIIIe siècle. Et je suis actuellement maître de conférence en histoire de l'art et archéologie médiévale à l'Université de Bretagne occidentale. Juste pour dire quelques mots de l'association des scientifiques au service de restauration Notre-Dame de Paris, nous sommes constitués en association au lendemain du drame pour plusieurs raisons. D'abord parce que nous connaissions plusieurs études qui étaient non publiées ou qui étaient publiées mais mal connues des autorités et qui pouvaient leur servir. Donc nous voulions les aider le plus rapidement possible à rassembler le maximum d'informations consacrées à l'édifice. Nous voulions aussi arrêter la circulation des fake news, de tous les lobbying et autres qui essayaient d'insuffler n'importe quoi dans la presse justement pour orienter le chantier et pour orienter les décisions politiques. Et nous voulions que donc transmettre le plus rapidement possible au grand public des informations qui étaient scientifiques et exactes. Et puis, nous savions que Notre-Dame était un livre qui, pour être bien restauré et pour servir à la connaissance, eh bien, méritait d'être consulté à travers ces matériaux. Et notre action, donc nous sommes 300 scientifiques du monde entier à nous être réunis, et notre action a été remarquée par le CNRS et le ministère de l'Agriculture, qui a, à partir de notre action, créé les chantiers scientifiques et a créé des groupes de travail par matériaux. Pourquoi par matériaux? Parce que c'était l'organisation du laboratoire de recherche des monuments historiques, qui sont les véritables experts dans le diagnostic des sanitaires des édifices anciens, et que comme nous souhaitions travailler avec eux de la manière la plus symbiotique qui soit, nous avons décidé d'organiser ces chantiers de telle manière à correspondre d'organiser les groupes de recherche par rapport à leur propre organisation du LRMH, le laboratoire de recherche des monuments historiques. Et donc, c'est comme ça que désormais, nous intervenons sur le chantier dans un but scientifique et également pour renseigner la maîtrise d'œuvre qui nous consulte, qui nous demande beaucoup d'informations et nous essayons de la trouver. Et ça, c'est le but des groupes de travail. Donc moi, je suis chercheur au sein du groupe de travail Pierre. Et nos derniers chantiers, nous avons travaillé sur l'arc effondré de la nef, l'arc doubleau effondré de la nef pour pouvoir le documenter, l'étudier, comprendre sa construction, son organisation, sa datation. Et actuellement, nous travaillons beaucoup sur les voûtes du chœur et les voûtes du transept. Mais nous travaillons également sur d'autres éléments. Et je signale à notre auditoire que sur le site de notre association, vous retrouverez à peu près une centaine de fiches d'informations qui ont été réalisées sur des questions historiques, des questions de restauration, des questions de conservation, et qui sont pensées pour les journalistes, pour leur donner une information qui est fiable, vulgarisée et surtout sourcée. Et nous sommes toujours consultables, nous sommes toujours joignables si vous avez besoin de contacts pour avoir des interlocuteurs de qualité, parce que nous sommes tous très spécialisés. C'est difficile de s'y retrouver dans cette jungle de spécialistes étiquetés, on va dire. Et donc, nous vous renseignons pour que vous ayez vraiment le spécialiste de la question qui vous intéresse. Par exemple, j'ai été contacté récemment par une journaliste de La Croix, et je l'ai envoyé vers tel ou tel spécialiste, parce que quand on parle de bois et de charpente, entre un charpentier, entre un restaurateur, entre un concepteur, entre un architecte,
Entre un spécialiste du matériau et un spécialiste de l'histoire, ce sont des problématiques très différentes, ce sont des connaissances quelque part très différentes, et donc il faut savoir avoir le bon interlocuteur. Voilà. J'ai beaucoup parlé, désolé. Non, c'est pas grave. Les fiches sont très bien faites. Je suis allé sur le site. Hein. Je vous recommande. C'est le site, c'est www.scientifique-dame.org. Et c'est vraiment très bien fait. Alors, Jean-Jacques Soulas-Sélincointe, vous travaillez avec l'établissement public hein, de Général Georges Lain directement. Hein. C'est-à-dire, vous êtes, comment dire, vous êtes consulté. Vous travaillez comment dire, sur une charpente, sur les assemblages. Enfin, j'aimerais bien que vous m'en parliez parce que c'est un travail assez incroyable, hein, en tout cas de modélisation et de reconstitution d'une charpente médiévale. Tout comme M. Ibert, nous sommes dans un groupe de travail du chantier CNRS. Et Alain, les collègues dont il a cité le nom et moi-même sommes dans le groupe structure et plus particulièrement structure bois. Yeah. Et donc, nous travaillons effectivement sur la problématique qui consiste à comprendre la charpente existante, la charpente qui a été détruite par l'incendie, et de voir comment on peut apporter de la connaissance scientifique, comme l'a dit M. Ibert, à disposition de la maîtrise d'œuvre pour envisager, c'est eux qui l'envisagent, hein, ce n'est pas nous, mais pour envisager les méthodologies de reconstruction de la charpente. Oui, alors, cette expérience que vous menez à l'Incoin, vous pouvez nous en parler? Oui, ben, pour compléter un peu ce que disait Jean-Jacques Soulas auparavant, en fait, on intervient un peu à cheval sur deux GT, le GT bois et le GT structure. Et on a aussi des collègues au laboratoire qui travaillent sur le GT pierre, sur l'aspect maçonnerie et sur l'aspect tenue au feu. Donc, nous, on a une vision plutôt quand même mécanicienne de la charpente et de l'étude mécanique et du fonctionnement mécanique de la charpente et de, disons, de sa stabilité et de son comportement dans le temps. Donc, pour répondre un peu à votre question, notre projet, ou en tout cas les aspects sur lesquels on travaille actuellement, ils sont basés sur une thèse qui est financée par le CNRS et qui porte sur les cinétiques de déformation de la charpente de Notre-Dame. Et en parallèle de ça, on a également la région Aquitaine qui finance de l'équipement et notamment la réalisation d'une maquette d'une travée de la charpente de Notre-Dame, une travée de la nef qui représente les fermes numéro 4 et numéro 5 de la nef de la cathédrale. Et donc, cette charpente à l'échelle 1, donc en dimension réelle, hein, je pourrais vous montrer éventuellement une illustration du nuage de points ou des images qui ont été réalisées sur site. Cette charpente, elle a été réalisée par des compagnons, par des charpentiers. Elle associe un partenariat avec le lycée des métiers du bâtiment, la région Aquitaine, le campus Forêt-Bois, les centres de formation, les compagnons du devoir, les lycées professionnels, le lycée Haroun Tazieff et également Emmanuel Morin qui travaille au LRMH. Ainsi qu'évidemment l'école d'architecture représentée ici par Jean-Jacques. Donc nous, on a une vision un peu mécanicienne du fonctionnement mécanique de la charpente et notamment de la mise en œuvre de bois vert avec des assemblages réalisés au plus proche et à l'identique de l'existant, d'après l'étude des plans de Rémi Fromont et de M. Transo, et sur lesquels cette maquette à l'échelle 1 a été réalisée par les centres de formation. Elle a été mise en place au lycée des métiers et des bâtiments de Felletin, dans la Creuse. Et notre étude, elle vise à instrumenter cette charpente, à faire un relevé scanner de l'ensemble de la charpente sur site, à récupérer la géométrie 3D de cette charpente, à étudier le comportement des assemblages historiques, donc principalement des tenons mortaises,
à regarder ce qui se passe dans ces assemblages, à étudier l'effet de déformation éventuelle au cours du temps sur 3 ans par une métrologie adaptée et mise en place sur site. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop long et que j'ai planté à peu près le décor. Et éventuellement, je pourrais vous montrer, plutôt que de parler dans le vide, un aperçu de cette maquette ou du moins du nuage de points si vous m'autorisez le partage d'écran. Ce sera peut-être un peu plus parlant. Avec plaisir, bien sûr. Alors, Je je vous vais en prie. essayer de Il faut que je vais essayer de je partage quelque chose, Karine. On peut non, communiquer, monter c'est les... a priori, c'est moi qui devrais partager. Donc là, si je le fais D'accord. comme ça, normalement, a priori, vous allez me dire si vous voyez. Est-ce que vous voyez mon écran là? Oui, Vous Oui. voyez une charpente ou là, pas oui. du tout? Ah, OK. voilà, oui. Donc Ah oui, oui, là, oui. vous avez Ah ouais. un rendu 3D du scanner laser qui a été effectué sur site au moment de l'élévation, donc de cette, travée de la charpente de Notre-Dame. Donc vous avez en gros, 3,50 m entre les 2 fermes principales. Vous avez 70 centimètres entre, les arbalétriers et les chevrons formant ferme, pardon. Et tout ça à l'échelle 1. Donc vous avez en gros 14 mètres de portée, 10 mètres de haut et des appuis, maçonnés. Et après, voilà, on peut se promener à l'intérieur de l'ouvrage, qui a été instrumenté et on retrouve, la géométrie, de la charpente. Et alors ça, c'est le nuage de points 3D qui bon, ça, c'est quand même assez lourd, hein, en termes d'outils. Et puis après, vous êtes là directement, sur la charpente, enfin sur site avec, le relevé du nuage de points où on voit effectivement qu'on est bien à l'échelle, sur une charpente, instrumentée. Voilà. Elle est à l'extérieur, mais elle est protégée. C'est-à-dire que l'eau Alors n'atteint pas. Et- Alors en fait, sur cette, charpente, elle est protégée effectivement, mais en fait, on a essayé de reproduire, à l'identique et donc on n'avait pas forcément, disons les moyens et le temps et les outils pour la couvrir, avec du plomb, avec tout ce que ça comporte, évidemment comme en termes de protection. Et donc pour établir un poids équivalent, elle a été recouverte de trois épaisseurs de couches de volige qui correspondent globalement à un plan, celui des tables de plomb, mises en place, à Notre-Dame. D'accord. Donc on peut imaginer dans l'absolu, hein, sans préjuger de ce qui sera décidé, mais on peut imaginer que c'est le prototype de la charpente reconstituée à l'identique, en tout cas telle qu'elle est, prévue pour l'heure, quoi. Hein. Alors c'est pas un prototype, hein, c'est une reproduction en étant le plus fidèle Oui, possible, une reproduction, d'après pardon. les plans. Voilà. Oui. Et Jean-Jacques voudrait Oui. intervenir? J'ajouterais simplement que c'est une reproduction des fermes 4 et 5 en fonction des éléments dont nous avions connaissance par les relevés, mais qu'il y a d'autres fermes qui avaient une conception un petit peu différente, pas très différente, mais un petit peu différente. Donc ça, la maîtrise d'œuvre jugera de ce qui est préférable en reconstitution. Voilà. Ça, on n'a absolument pas la main là-dessus et c'est normal. Bien. Tout à fait. Alors, la charpente, vous me disiez, Arnaud Hibert, quand j'ai échangé avec vous pour préparer cette table ronde, vous me disiez, oui, la charpente, mais faut-il encore que les murs puissent la supporter? Alors, on en est où, Arnaud Hibert, des murs? Bah, à quel point de vue? Il y a, On a des doutes quand même qui ont été des forts doutes parce qu'il y a eu une chaleur incroyable. Enfin, les pierres les calcaires ont été soumises à un feu, à de la chaleur, pas partout évidemment, mais dans beaucoup d'endroits. Est-ce qu'aujourd'hui on en sait un peu plus? il y a la chaleur, il y a surtout l'eau. Les zones sèchent de manière différente suivant leur exposition aux apports hydriques, donc en gros à l'eau, et puis aussi par rapport
certainement à la quantité d'eau qu'elles ont reçue au moment où on a éteint l'incendie, puisque l'eau s'est répartie de manière homogène. Il y a des parties de maçonnerie qui sont plus abîmées que d'autres. Le LRMA, justement, est en train de faire toutes les études in situ pour voir exactement à quelle mesure les maçonneries ont souffert. Et puis, il y aura d'autres choses. Il n'y a pas que les maçonneries, c'est que suivant les endroits, ces maçonneries sont parfois liées entre elles par des agrafes de fer. Donc, il y a toute une description de la structure d'origine à réaliser et toute une étude de l'évolution des propriétés mécaniques des maçonneries une fois que celles-ci auront atteint leur état d'équilibre, si on peut dire, parce que certaines ne sont pas encore complètement sèches. Donc, oui, ce dont on avait discuté pour être clair, et puis je suis content parce qu'on a deux spécialistes de charpente qui sont là, donc qui pourront aussi dire ce qu'ils en pensent, c'est qu'il y a le comportement mécanique de la charpente, c'est une chose, mais cette charpente est posée sur quelque chose. Et ce quelque chose, c'est quand même une cathédrale de 800 ans qui vient de supporter un incendie. Et donc, ce dont nous parlions, c'est que quand on refait une charpente à l'identique, il va falloir savoir aussi si désormais l'édifice dans l'état où il est compatible avec la charpente qu'il portait au XIIIe siècle. Vous voyez, et donc, on dit qu'il y a tel ou tel projet qui est arrêté. Je pense qu'il faut être un peu plus prudent. Les chantiers de restauration sont toujours des cas uniques. Ils sont pilotés en permanence. Et en fonction des découvertes et des réalités, eh bien, il y a des décisions qui seront prises. Vous voyez, mais c'est pour ça que moi, j'étais très amusé quand on a commencé à dire ce qu'il faut mettre ci, ce qu'il faut mettre l'autre. Bah, tant que ce n'est pas un projet ex nihilo, quoi. Donc, tant qu'on ne connaît pas exactement l'état de l'édifice, il est très difficile de dire quelle tournure exacte va prendre le chantier. Voilà. Oui, vous confirmez, M. Soulages, je vous vois approuver, hein. Vous confirmez que la charpente, il faut qu'elle repose sur quelque chose. Donc, pour l'instant, on en est aux études, on est d'accord. Tu n'as pas de micro, Jean-Jacques? On n'entend pas. Oui, voilà. On ne vous entend pas. On ne vous entend pas. Il faut que tu actives ton micro, Jean-Jacques. Oui. Voilà, pardon, j'ai fait l'erreur de le couper tout à l'heure parce que je voulais éviter de prendre et je ne pouvais plus le réactiver. Pardonnez-moi. Oui, j'approuve absolument ce que dit M. Ibert. C'est fondamental. Et là, actuellement, la maîtrise d'œuvre, si vous voulez, avance à marche forcée, mais en même temps, au gré de toutes les constatations qui sont faites. Et bien évidemment, l'état de la pierre est fondamental dans cette question-là, bien évidemment. Alors, au point de vue de Arnaud Ibert, vous m'avez dit aussi que vous étiez finalement à toute chose malheur est bon, comme on dit, mais vous aviez pu avoir accès à des parties, évidemment, de la maçonnerie, des parties des voûtes, qui jusqu'à présent étaient inaccessibles ou auxquelles on ne s'intéressait pas forcément. Donc là, c'est là où le travail de votre association trouve toute son envergure, j'ose pas dire son utilité, c'est de pouvoir avancer dans la recherche de la construction de Notre-Dame. Il y a eu une construction en 2 temps, si j'ai bonne mémoire, hein. Il y a eu un premier édifice qui a ensuite été agrandi et surélevé. Oui, en quelque sorte. Alors, précisons quand même, notre association a initié un projet et après, il a été institutionnalisé, développé et désormais, le projet scientifique est intégralement porté par le CNRS et le ministère de l'Agriculture. Donc voilà, il faut pas que l'on s'octroie des mérites ou des missions qui ne sont pas les nôtres. Vous voyez, il faut préciser. Le chantier scientifique de Notre-Dame est d'une telle envergure que c'est évidemment des structures publiques qui le portent, ce n'est pas l'association. L'association, les scientifiques ont émis le désir qu'un tel projet existe. Voilà. Et on peut dire que bon, ça, c'est une chose. Après, d'un point de vue chronologique, oui, le chevet est commencé dans les années 1160. Les étapes de construction du chevet sont encore à préciser. La charpente, les études de Frédéric Epaux
ont montré qu'il y avait une grosse partie de charpente du chevet, mais là, je laisse mes collègues en dire beaucoup plus, qui a été réalisée vers 1185, c'est ce que disait l'Dendrochronologie. La nef a été construite dans la foulée. Le chevet a été surhaussé certainement et les baies du chevet ont été reprises, agrandies dans les années 1215-1220. La nef a reçu elle-même sa charpente dans ces années 1225, mais pareil, c'est date d'Andro, il faut bon, c'est des dates à préciser. Les chapelles de la nef ont été ajoutées au nord vers 1220-1240, au sud un peu plus tardivement. Les transepts ont été rallongés vers 1260 et puis le déambulatoire a été repris fin 13e, début 14e. Voilà, si vous voulez, les grandes phases médiévales. Voilà, si ça répond à votre question. Et par contre, il est certain que ces grandes phases étaient documentées essentiellement par les textes et par les formes, et que désormais, avec les matériaux et avec l'étude archéologique, on va pouvoir certainement avoir une connaissance bien plus subtile des réalités de ces chantiers, de leurs objectifs et de leur déroulement. D'accord. En ce qui concerne la charpente, on doit distinguer. Alors, une journaliste me demande si ce n'est que du chêne ou s'il y a un autre bois qui a été utilisé dans la charpente d'origine. Mais la charpente, moi j'ai lu qu'il y avait, on sait qu'il y a charpente du 19e, évidemment, autour de la flèche, hein, de Viollet-le-Duc, mais même la charpente de la nef, n'a pas été construite intégralement à la même époque. Il y a eu des restaurations, il y a eu des bouts de charpente qui ont été mis un peu plus tard. Est-ce que vous pouvez nous dresser rapidement l'histoire de ces charpentes, l'un ou l'autre? Vas-y, Jean-Jacques. Je ne peux que redire, et plus maladroitement sans doute, ce que vient de dire M. Ibert. C'est-à-dire que la charpente, la première partie de charpente qui a été édifiée, c'est celle qui est mise en place sur le chœur. Et effectivement, d'après ce que l'on peut savoir aujourd'hui, c'est autour de 1185, c'est-à-dire à la fin du XIIe siècle. Ce que l'on voit également, c'est que cette charpente était plus basse, apparemment, hein, plus basse entre 2,50 m et 3 m par rapport à l'altimétrie, je dirais, actuelle. Et apparemment, c'est quand la charpente a été construite sur la nef que le problème a été mis en évidence. Le problème majeur, semble-t-il, c'est qu'il n'y avait pas de dispositif permettant une récupération efficace des eaux. Beaucoup d'eau s'écoulait par les toitures et nécessitait un réseau, si vous voulez, de chéneaux très important pour canaliser ces eaux et permettre leur évacuation. Et d'après ce que je crois savoir, ceci n'existait pas dans la partie qui a été construite à la fin du XIIe. Donc, une fois quand les murs de la nef ont été construits, cette erreur, entre guillemets, a été mise en évidence et des chéneaux très importants ont été construits pour pallier ce problème. Et donc, lorsque la charpente de la nef a été terminée, on peut dire vers 1215-1220, eh bien, immédiatement après, semble-t-il, on a déconstruit, si vous voulez, la charpente du chœur, on a rehaussé les murs et on a reconstruit une nouvelle charpente, donc vers 1226, si vous voulez, à peu près, 1225-1230, on a reconstruit une nouvelle charpente en réutilisant un maximum de bois qui avait été utilisé lors de la première campagne. C'est-à-dire les bois du chœur, c'est un mixte, si vous voulez, entre beaucoup de bois réutilisés et quelques bois neufs de l'époque de la deuxième construction.
D'accord. Et là, Alors, j'ai une question. Je vous en prie, la charpente du 19e, vous pouvez nous en dire un petit mot? alors, il y a eu ensuite, si vous voulez, bien sûr, une charpente de ce type-là, sur une aussi longue période, eh bien, même si elle a été plutôt très bien conçue avec les connaissances des charpentiers du XIIIe siècle, ben, elle a forcément des petits désordres qui apparaissent, des petites, voilà. Donc, on note, si vous voulez, plusieurs interventions en réparation, restauration de cette charpente. Et notamment, il y a une campagne qui est assez évidente, assez importante, qui daterait, si vous voulez, de la première moitié du XVIIIe siècle, vers 1730, voilà, à peu près à ce moment-là, qui consiste à reprendre de manière assez systématique les pieds des fermes principales au niveau à la jonction entre les entrées et les arbalétriers et ou les chevrons. Il y a plusieurs pièces qui arrivent, il y a des efforts assez significatifs qui se regroupent sur ces pieds de ferme. Et là, on voit qu'il y a dû y avoir quelques infiltrations, quelques désordres, etc. Et on a des moises notamment qui ont été rapportées pour consolider les extrémités de ces fermes. Donc ça, c'est une intervention qui date du 18e. Et puis ensuite, il y a une intervention alors, beaucoup plus importante qui date du 19e siècle, et notamment sous l'impulsion de l'architecte Viollet-le-Duc, qui va consister à reconstruire en quelque sorte les transepts et la flèche. Et naturellement, il y a cette intervention nécessite des reprises côté chœur et côté nef pour pouvoir incruster, je dirais, la flèche dans cet ensemble. Donc, il y a une très grosse intervention du 19e siècle. Alors, on me pose, Annie Brunel me pose la question suivante. La charpente qui a brûlé, c'est bien celle qu'on appelle la forêt. Moi, je voulais compléter par une question, parce que aujourd'hui, on peut, si tant est qu'on veuille la reconstruire à l'identique, mais avec les moyens techniques du XIIIe siècle, est-ce qu'on pourrait le faire? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des compagnons aguerris qui peuvent utiliser les outils du XIIIe et refaire une charpente à la façon du Moyen-Âge, qui serait, j'imagine, une sorte d'idéal architectural en quelque sorte. Alain, tu veux dire un mot? Pardon, j'étais en train de lire les commentaires justement à côté. Ah, eh bien, si vous voulez, Monsieur Royer, on peut déjà, en toute modestie, vous apporter un élément de réponse, en ce sens que nous avons, enfin en Aquitaine, ce n'est pas nous uniquement, hein, toute l'équipe qu'Alain a présentée a procédé à la reconstitution des fermes 4 et 5 et des chevrons formant ferme qui sont situés entre ces deux fermes. Donc, si nous l'avons fait avec des moyens tout à fait modestes et des apprenants, hein, comme on dit, avec des lycées professionnels ou bien les compagnons, des jeunes compagnons en formation, vous pouvez imaginer que un nombre assez significatif d'entreprises françaises disposent de ces savoir-faire bien plus, avec des compétences encore plus importantes. Et enfin, il n'y a aucun problème, de mon modeste point de vue, il n'y a aucun problème si on veut demain matin envisager la reconstruction, qu'elle soit à l'identique ou légèrement différente, etc. Nous avons toute la connaissance pratique et technique pour reconstruire ces charpentes sans le moindre problème. Si je puis me permettre, j'abonde complètement dans le sens de monsieur Soulas. Je citerai juste… Oui, excusez-moi, juste parce que Frédéric Epos sur notre site a publié des données chiffrées pour qu'on comprenne bien.
non seulement, bien sûr, il y a plein de professionnels en France qui sont tout à fait capables de reproduire cette charpente à l'identique, mais en plus, avec des techniques traditionnelles, Cogniet-Herminette, par exemple, il a pu montrer que la charpente de Bourges avait été faite avec des techniques médiévales, j'insiste, hein, notamment de levage, en 1 an. C'est-à-dire qu'une grande charpente comme ça, avec des techniques du XIIIe siècle, peut se faire en 1 an. D'accord. Alors évidemment, puisque la question de l'identique est posée, il y a des questions de sécurité qui évidemment interdiront des techniques purement à l'identique, au moins pour le levage. Enfin bon, ça peut être fait, ça peut être fait très rapidement. Et juste, je permettrai de souligner quelque chose qui me semble aussi important dans les remarques de monsieur Cointe. Il s'avère que très très modestement, j'ai été amené à faire pour des architectes du patrimoine des calculs dans mon jeune temps de charpente, où on nous demandait de justifier que nos charpentes du 15e et 16e siècle, qui étaient dans un état sanitaire excellent, étaient conformes aux normes du CB 71 et du NV 65, donc en gros des normes de sécurité contemporains. Et il s'avère que quand on fait des calculs avec des logiciels contemporains, ils ne sont pas du tout adaptés aux charpentes anciennes, notamment les questions des liaisons qu'a évoqué M. Cointe. Ben, il y a aucun, enfin, les logiciels qui sont sur le marché, en fait, ne sont pas du tout conçus pour des assemblages traditionnels. Et donc, bah, après, la question qui est posée à l'ingénieur, c'est est-ce que vous savez faire identique? Et grand 2, est-ce que c'est conforme à nos règles de sécurité actuelles? Bah, les calculs qu'il réalise vont permettre de donner une réponse scientifique et technique à ce qui me semble pour moi être un vide en matière normative. Voilà. Alors, pour compléter, je ne dirais pas que c'est un vide total. Euh, il y a effectivement un certain quand même savoir et connaissance en matière de calcul d'assemblage traditionnel, mais peut-être pas sur tous les assemblages traditionnels, et notamment sur les assemblages présents à Notre-Dame, et notamment aussi sur leurs effets et leur durée de vie à long terme. Donc, il y a quand même des outils, même si c'est des outils logiciels modernes, il y a quand même des outils aujourd'hui qui permettent de faire ces calculs-là. Après, là où je vous rejoins, c'est qu'effectivement, il y a encore des trous dans la raquette et que ces logiciels ne permettent pas de prendre en compte tous les aspects, et notamment l'aspect bois vert, l'aspect retrait, l'aspect gonflement, séchage, fluage, comportement à long terme. Et tout ça, ce n'est pas forcément suffisamment abouti et suffisamment intégré dans les réglementations. Par contre, aujourd'hui, en termes de sécurité, en termes de bureau de contrôle, en termes d'assurance, on n'a pas le choix que de faire des notes de calcul avec des règlements actuels et non pas des règlements Oui, bien sûr. où les… Donc, on n'a pas vraiment le choix. C'est les assurances qui imposent ça. Et on peut faire une certaine partie du travail, et il y a encore effectivement un vide de connaissances sur certains aspects, notamment sur l'aspect fluage, comportement à long terme, durée de vie, désordre potentiel suite à des éventuelles variations d'humidité, de température, d'exposition au vent, pour les déformations cycliques. Enfin, il y a toute une problématique qui n'est pas forcément triviale et auquel les logiciels ne peuvent pas forcément répondre tout de suite. Mais avec les connaissances intégrées sur certains assemblages et les travaux de recherche menés par différents laboratoires au niveau national pour caractériser justement ces âges traditionnels, on a quand même certains outils disponibles qui pourront être mis à disposition de la maîtrise d'œuvre ou de la maîtrise d'ouvrage si nécessaire. Et Oui, c'est l'objet du projet. attention, on est tout à fait d'accord. J'abondais juste dans votre sens. Et juste, bah, peut-être que ça a beaucoup évolué, mais moi, je me rappelle pour les questions justement que vous évoquiez de vieillissement des matériaux. Quand on prenait les normes de calcul actuelles, bah, il fallait prendre en compte si le bois avait entre 0 et 6 mois, je ne sais plus, 6-12 mois, ou plus de 12 mois, ou plus de 18 mois. Et Oui. quand on avait des chaînes de 500 ans, bah, on se demandait bien ce qu'on allait rentrer dans la machine, quoi, parce que enfin, c'était complètement décalé, quoi, par rapport aux réalités monuments historiques. Oui, Alors là, mais après, c'est pas parce que le bois est plus vieux qu'il est forcément moins bon mécaniquement. Oui, bien sûr.
Oui, non, mais complètement. Non, non, mais c'était juste, comment dire? Non, c'était juste que les règlements actuels n'étaient pas forcément toujours adaptés aux réalités des monuments historiques. Et que C'est je vrai. voulais simplement insister sur le fait que la recherche était donc indispensable voilà, pour ces genres de travaux qui sont un petit peu parfois oubliés, enfin, Mais qui sont pas toute la, standards, quoi. toute la difficulté réside en fait dans la connaissance de la mise en œuvre d'origine. Et en fait, on n'a pas l'état de référence originel de mise en œuvre de la structure. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui sur des bâtiments neufs avec des matériaux qui sont normalisés, standardisés, classés mécaniquement, pour la partie bois en tout cas, avec un taux d'humidité contrôlé et mesuré, qui permet quand même de s'affranchir et de borner et de définir un cadre qui va limiter quand même la pathologie. La difficulté sur les monuments historiques et sur le patrimoine, c'est justement de connaître l'histoire et de, de vieillissement de la structure en place. C'est là le problème principal. Alors, j'ai des questions qui apparaissent. Effectivement, Annie Brunel qui me demande qui décide en dernier ressort de la refaire à l'identique en bois. Je crois que ça a été acté, hein, il me semble que ça a été déjà validé hein, par l'établissement public. Hein. J'ai l'impression que ça ne pose pas trop de soucis. En tout cas, on ne parle plus de projet d'architecte autre pour la flèche. Hein. Aujourd'hui, on est parti sur l'idée d'une flèche à l'identique. Alors, juste une question pour vous, Arnaud Hibert, avant de donner la parole aux membres de la JP. Pour la pierre, alors effectivement, est-ce qu'on peut techniquement aujourd'hui, j'imagine que oui, remplacer les pierres qui ont souffert, qui ont brûlé, qui sont friables, qui ne sont plus porteuses, dans des assemblages effectivement où tout est complètement dans les gouttes, par exemple, chaque pierre tient à l'autre, hein, si on peut dire, sans mettre en péril la structure. Est-ce que techniquement on pourra, dans les mois qui viennent, travailler pierre par pierre hein? Oui, bien sûr. C'est d'ailleurs l'un des grands intérêts techniques des matériaux traditionnels par rapport aux matériaux de l'industrie. C'est qu'en maçonnerie, tout se démonte, tout se change en sous-œuvre, en charpente, tout se change aussi. C'est aussi pour ça que quand on a des charpentes qui sont anciennes, bah, vous trouvez des remontages. On ne gâche pas en plus. Le gâchis, c'est une notion contemporaine. Donc oui, bien sûr, on pourra changer. Il n'y a pas de problème. Et ensuite, il y a quand même une question qui se pose, c'est quelles étaient les pierres utilisées au XIIe et XIIIe siècle? On a une idée parce que les recherches sont en cours, mais quelles étaient exactement les pierres utilisées? De quelle carrière venaient-elles exactement? Ça, c'est dans nos cordes de le trouver, aux géologues notamment qui travaillent, qui sont spécialistes de la pierre de Paris. Il se pose, faut-il d'abord, est-ce que cette pierre, lorsqu'elle est encore présente, est-ce qu'on peut la réexploiter? Alors que l'interdiction d'exploitation de la pierre à Paris a été promulguée en 1774 pour des questions de sécurité. Deuxièmement, voilà, est-ce que, ayant trouvé cette pierre et pouvant l'exploiter, est-ce que c'est déontologiquement honnête de prendre exactement la même? Parce qu'à partir de là, les restaurations ne sont plus visibles. Et donc, c'est une question de savoir si les restaurations doivent être visibles ou non. Et ça, c'est vraiment une pure question d'éthique et de philosophie de la restauration. Mais en tout cas, oui, tout peut se démonter et on peut faire des interventions qui sont très, très peu invasives. Hein. En maçonnerie, on peut changer 5 pierres, on peut changer 20 pierres, on peut changer un parement complet. Donc, c'est faisable. Oui, oui, il n'y a pas de souci. Alors, quand vous dites déontologique, vous faites référence aussi à la charte de Venise? Oui, en particulier, mais attention, la charte de Venise, c'est quelque chose qui est important, c'est vraiment un document purement philosophique, il n'a pas de portée légale. D'accord. C'est-à-dire que la charte de Venise, historiquement, je vous invite à lire l'article d'Olivier Poisson sur notre site là-dessus. La charte de Venise, ce sont des professionnels de la restauration et des architectes en particulier, beaucoup de Français, qui ont posé les bases de ce qui devait être la philosophie de la restauration. Néanmoins, ce document n'a pas de valeur juridique. Vous voyez,
aucun État s'est imposé son application. Vous voyez, donc la charte de Venise, si vous voulez, c'est un peu un guide, c'est un peu une lumière dans la nuit, mais ce n'est pas quelque chose d'opposable. Vous voyez? D'accord. OK. Alors, on va peut-être ouvrir aux questions. Gary, hein, je ne sais pas comment, c'est toi qui es le régisseur. Hein. Tu es sûr que tu veux lâcher la foule? Attends. Exactement. Bon, Lâchez, normalement, avec la récupération, ça, chacun peut mettre le son. Et S'il veut. qui a envie qui veut poser une question, vous demander un complément d'information. Levez le doigt comme à la. Bonsoir. J'ai une question. En termes Bonsoir. de temps, on en est où? Je peux? Bonsoir. Alors, je voudrais vous remercier pour cette conférence. C'est très intéressant. Et en plus, bon, c'est vraiment un sujet d'actualité. On en a encore parlé aux informations hier. Alors, je voulais vous demander, alors on a vu lorsque Notre-Dame a brûlé, on a vu cette masse qui est tombée justement à partir de la flèche. Et je souhaite savoir si la construction de cette flèche a une origine, a une raison, c'est parti d'une raison technique ou esthétique. La construction. Vous voulez dire le fait de faire une flèche? Oui. Parce que c'est Viollet-le-Duc qui a construit la flèche. Non. Non. Il y avait une flèche au 13e. Une flèche oui. Ouais. Elle a été déposée en 1792, si ma mémoire est bonne, et Viollet-le-Duc, on a reconstruit une en disant qu'il s'était inspiré de l'original. D'accord. C'est un clocher, en fait. Donc, c'est purement esthétique, alors. En histoire, comment dire, quand on fait de l'histoire, il n'y a rien de plus difficile que de réussir à déterminer les raisons des choses. Vous voyez? Parce que les raisons, parfois, relèvent du fort intérieur. Oui. La séparation qu'on fait parfois entre beauté et utilité, c'est une vision contemporaine des choses. On considère que si les choses ne sont pas utiles pratiquement, elles existent parce qu'elles sont belles. Or, dans une perspective médiévale, les choses ne sont belles que parce qu'elles sont utiles. Oui. Et si vous voulez, nous sommes à une époque où il y a une pensée néoplatonicienne dans laquelle le beau, le bien, le vrai, le bon sont les mêmes réalités et qu'elles découlent de Dieu. Oui. Donc, comment dire, on ne peut pas imaginer quelque chose qui serait beau et inutile. Tout à fait. S'il est beau, c'est qu'il est bien et qu'il est vrai. Vous voyez, il y a des trucs qui sont hallucinants. Je vais vous prendre un exemple. On a un chantier exceptionnel qui s'appelle celui de la cathédrale de Milan, qui date de la fin du XIVe siècle, où les architectes qui sont amenés sur le chantier ne sont pas du tout d'accord. Ils ne sont pas d'accord. Et donc, ils discutent. Et on voit comment ils raisonnent. Et on est éberlué parce qu'autour de la table, il y a les meilleurs architectes alors du monde. On peut le dire, enfin, d'Europe en tout cas, pas du monde, d'Europe. Il y a un architecte français qui dit, mais en gros, le pilier de la croisée, il y en a un qui n'a pas de fondation, c'est embêtant. Alors, les autres disent, non, mais c'est pas grave, parce qu'on a mis des agrafes dans les maçonneries, donc ça risque rien. Il dit, bah oui, mais le problème, il n'est pas en haut, il est en bas, quoi. Ils disent, oui, mais les 4 piliers sont verticaux et ils représentent le trône de Dieu, et ce qui est vertical, de toute façon, ne peut pas tomber. Ce qui est complètement faux, hein, évidemment, mais vous voyez, comme ça représente le trône de Dieu, ça sera solide et ça ne tombera pas. Non, mais je vous posais la question parce que je sais qu'en architecture, tout est question d'équilibre, d'équilibre entre les différents poids. Et donc, voilà, je voulais savoir si parce que c'est quand même le poids de la flèche qui
qui a causé le plus de dégâts. Donc, je voulais savoir si c'était aussi, ça faisait partie aussi de l'équilibre de la cathédrale. Mais quel que soit quelle que soit la toiture qui aurait été au-dessus et la structure au-dessus, à partir du moment où il y a un incendie, c'est pas le poids de ce qu'il y a au-dessus, c'est le fait que c'est brûlé et que ce soit tombé dessus. Ça aurait été, hormis de la mousse ou du polystyrène au-dessus qui aurait brûlé, les dégâts auraient été sensiblement les mêmes, voire plus importants. Mhm. D'accord. Oui, parce que la flèche était très bien arrimée. Viollet-le-Duc avait fait une convergence de charpente pour soutenir la flèche qui était vraiment solide. Hein. Enfin, c'était un modèle un peu à l'époque, un modèle de charpente, hein, si j'ai bonne mémoire. Elle était un peu souple. Un peu souple, oui. Ben, il y a du vent pour la flèche. Voilà, il fallait quand même que ça puisse un peu bouger, Oui. quoi. Pierre a une question. Voilà. Oui, alors merci beaucoup pour toutes ces précisions passionnantes. J'ai une question au sujet du choix de refaire la charpente en bois. En fait, le fait de le faire à l'identique sur un plan artistique n'implique pas que les matériaux soient les mêmes que les matériaux d'origine. La cathédrale aurait pu être artistiquement tout à fait identique avec des matériaux différents. Alors, ma question est, qu'est-ce qui a poussé à choisir le bois plutôt qu'autre chose? Et notamment, est-ce qu'il y a une réflexion sur les possibilités d'incendie? Et qu'est-ce qui se passe s'il y a un incendie dans 10 ans? Et qu'est-ce qui est fait techniquement pour éviter cet incendie? Voilà ma question. Alors, ça fait partie des légendes historiques sur le bois et la tenue au feu du bois. Mais contrairement aux idées reçues, en tout cas, c'est mon point de vue, pour enseigner aussi bien la construction métallique que la construction bois, le bois, il a quand même une réserve de tenue au feu assez conséquente. Et, et donc, il n'y a pas forcément de problème avec la tenue au feu et le fait que ce soit construit en bois. À partir du moment où il y a un dispositif mis en place d'extinction des feux, des sprinklers, un système de colonnes sèches, c'est ça qui a provoqué l'effondrement et le fait que ça ait brûlé autant. S'il y Vous avait pouvez eu donner un peu de détails là-dessus parce que vous pouvez préciser un peu ça sur le plan technique, pourquoi le feu ne pose pas tant de problèmes que ça? Parce que moi, j'ai quand même l'impression que si, par exemple, il y a du béton, le béton, certes, s'il y a du feu, le béton armé, il va y avoir des problèmes, mais il ne va pas nourrir le feu au départ. Non, c'est exact Oui, ça oui, oui, le béton ne va pas nourrir le feu au départ. Par contre, s'il y a d'autres aliments à ce feu qui viennent solliciter le béton, vous pouvez avoir des sinistres bien plus importants, avec des dégâts bien plus importants, parce que le béton est bien plus lourd que le bois. S'il doit traverser la nef ou le cœur, ça fera encore plus de dégâts. Les aciers, le béton éclate, les aciers se ramollissent et c'est toute la structure qui peut tomber. Le bois, il brûle en surface et il a une surface de carbonisation, une vitesse de carbonisation, pardon, qui crée quelque part une certaine résistance au feu. C'est-à-dire qu'il ne va pas brûler instantanément. Et donc, il y a toujours une section résiduelle de bois qui font que tant que cette section n'est pas minime, on a une réserve de tenue au feu. Vous prenez une barre d'acier, qui est un matériau homogène et isotrope, si vous la chauffez instantanément, elle va se ramollir très fortement. Donc, on peut pas, il faut jouer avec la mixité des matériaux. Par contre, dire que ça va brûler, si ça brûle, ça va s'effondrer parce que c'est du bois, c'est pas un bon argument. Et qu'est-ce qu'il faut faire alors pour que s'il y a un départ de feu dans du bois, ça soit bien traité? Là, vous avez évoqué quelques pistes, mais trop rapidement pour un profane comme moi. Jean-Jacques voudrait répondre, donc je vais lui laisser la parole, mais des sprinklers, déjà, c'est déjà un bon élément. Vas-y, Vous pouvez Jean-Jacques, dire pardon. ce que c'est que des sprinklers, parce que là, vraiment, là, je cale. Vas-y, Jean-Jacques, pardon. Je pense, monsieur, que toutes ces questions, il faut que vous les posiez à la maîtrise d'œuvre, parce que nous, je peux vous dire ce que c'est qu'un sprinkler, ça, il n'y a pas de problème, mais il ne nous appartient pas à nous ici, à nous trois, de prendre position par rapport à ces questions. C'est-à-dire que ces questions, elles sont fondamentales, vous avez entièrement raison de les poser, mais
elles appartiennent à des gens qui doivent prendre des décisions par rapport à cela. Et ce n'est pas nous. Donc, bien sûr qu'Alain a raison d'expliquer que dans la mesure où il y a un dispositif qui permet d'éviter, ou en tout cas de neutraliser un départ d'incendie dès le début, il ne peut pas y avoir de dégradation due à l'incendie dans une charpente bois. Les sprinklers, c'est tout simplement un réseau. Vous avez des tuyaux qui circulent dans un espace. Il y a des têtes d'arrosage, entre guillemets, qui sont disposées de loin en loin sur ce tuyau. Et il y a la tête d'arrosage, si vous voulez, elle est verrouillée par une petite ampoule qui contient un liquide, généralement de l'alcool, etc. Dès qu'il y a élévation de la température de manière significative, la petite ampoule éclate, elle libère la tête d'arrosage, si vous voulez, et vous avez une sorte de pomme d'arrosage qui, sur un diamètre variable selon les sprinklers, va arroser, si vous voulez, tout ce qui se trouve dans l'environnement. Alors, ça, c'est un système. Il y a d'autres systèmes. Et encore une fois, nous, on ne peut pas vous dire que nous préconisons de mettre en place ceci ou cela, parce que ça n'est pas notre rôle de le dire. Mais c'est certainement ce qui sera... Enfin, il y aura certainement un dispositif qui permettra d'éviter tout sinistre à l'avenir. Mais si je peux me permettre de répondre sur le matériau, bien évidemment, on peut faire une charpente en béton. Ça a été fait à la cathédrale de Reims après la Première Guerre mondiale, quand la cathédrale a été fortement endommagée par des bombardements, etc. On a reconstitué une charpente et on l'a faite en béton. Elle est très élégante, elle est très belle, le béton et les sections du béton ont été optimisées. C'est très, très beau. Ailleurs, on a fait une reproduction de charpente avec de l'acier et forcément, on a de très belles charpentes en acier. La question, naturellement, peut être posée pour Notre-Dame. Et encore une fois, je répéterai que ce n'est pas à nous, naturellement, ni de donner une direction, ni de suggérer quelque chose. Mais il y a des gens compétents qui s'occupent de ça. Moi, si vous me permettez, ce que je peux dire, parce que je pense qu'Alain partage ce point de vue et probablement M. Ibert, je crois qu'à l'époque où nous sommes, nous avons une responsabilité, et nous avons une responsabilité environnementale très forte. Donc, on sait aujourd'hui que construire avec le bois est un acte, si vous voulez, qui n'a pas de conséquences fortes ou directes sur l'empreinte environnementale de cet acte, de ce chantier. Ça n'est pas le cas lorsqu'on construit en béton. Il y a tellement de béton qui est utilisé pour la construction dans le monde, plus de 3 milliards de mètres cubes par an, qu'on finit par avoir aujourd'hui, peut-être pas directement en France, mais dans d'autres pays, des problèmes de granulats. On manque de granulats, si vous voulez. Ça paraît hallucinant, mais c'est vrai, on manque de granulats. Et puis, fabriquer du ciment, même si on fait des progrès dans le process, eh bien, ça produit une quantité non négligeable de CO2. Donc, ce n'est pas le cas avec le bois. L'acier produit, voilà, également. Donc, vous prêchez un convaincu, là, en fait. Voilà. Mais il n'empêche qu'il y a eu une pétition contre le fait qu'on abatte des chênes, et je crois qu'il y a eu 40 000 personnes qui ont dénoncé un écocide, ce qui est assez absurde. Et moi, je suis intervenu, j'ai fait un article pour dire qu'au contraire, le bois était une bonne façon de séquestrer du carbone, mais même si c'est une solution écologique, ça ne veut pas dire que ce soit forcément compréhensible par le grand public qui a une sensibilité écologique, pas forcément scientifique. Et je crois que là, il y a des gens qui ont trouvé que c'était pas écologique alors que justement ça l'est. C'est assez bizarre ça. C'est l'un des grands problèmes, c'est qu'on n'arrête pas de jouer avec l'écologie. Il y a énormément de lobby derrière, mais on a le même problème pour d'autres matériaux. Et comment dire, il ne faut pas oublier que la forêt française a augmenté très significativement ces 30-40 dernières années depuis un siècle. Avec la désertification rurale. Je suis tout à fait d'accord une nouvelle fois avec M. Soulas.
il y a, pour les journalistes, il y a quand même deux dimensions pour moi qui sont importantes. C'est évidemment pas aux scientifiques de dire quelle solution il faut prendre. Chaque solution a des inconvénients, des avantages. Il y a des dimensions où il faut être sensible quand même. Une dimension qui est très importante, c'est la durabilité. C'est-à-dire que, comme un grand avantage du bois par rapport à d'autres matériaux, c'est qu'on a des reculs sur le vieillissement du matériau, sur son comportement sur plusieurs siècles. Alors que le métal, il ne faut pas oublier quand même que son usage commence vraiment au début 19e et qu'on a du recul, on a un recul qui est moindre sur sa durabilité. Je peux vous assurer qu'il y a à Chartres, où il y a une charpente métallique qui est somptueuse, il y a des travaux qui ont été quand même très importants, on va dire 150 ans après sa pose. Pour le béton, enfin pour ces matériaux, il faut toujours penser quand même au contexte dans lequel ils ont été créés. Pour Reims et pour Noyon, il y a des très belles charpentes de béton. Et d'ailleurs, les textes des architectes qui les ont réalisés sont merveilleux. Il faut les lire dans l'humilité dont ils ont fait preuve en disant on va prendre comme section en béton les sections bois qu'on connaissait. Vous voyez, c'est-à-dire en gros, si les gens du XIIIe siècle avaient fait comme ça, bon, Reims c'est 15e, puis Noyon c'était certainement 13e ou 14e, ça on ne sait pas bien. Mais s'ils ont pris ces sections-là en bois, nous, si on prend en béton, a priori, on sera raisonnable. Mais surtout, ces charpentes en béton qui ont été réalisées dans les années 20, elles l'ont été à un moment où il n'y avait plus de bois dans le nord-est de la France. On sortait de la Première Guerre mondiale, le patrimoine forestier de ces régions avait été complètement dévasté, et le choix du béton s'est imposé pour des raisons purement pratiques qui étaient liées aux circonstances. Voilà. Donc, après, alors ça, c'est la première chose. Il faut toujours revenir un peu à la source des raisons pour lesquelles on a fait tel ou tel choix, et il ne faut jamais oublier. Et puis, il n'y a pas de miracle. Il faut être sensible aussi à la facilité d'entretien. On connaît bien le fonctionnement de l'État, il n'a jamais changé. Le fonctionnement et l'investissement est toujours facile à financer, ou du moins est facile à financer. L'entretien, le fonctionnement courant ne l'est pas beaucoup. Et il y a une vraie problématique en monument historique qui est de réussir à réfléchir sur l'entretien courant, celui qui permet d'éviter les sinistres, celui qui permet de faire durer les monuments de manière économique. Et donc, il faut que dans la conception, cette question de l'entretien et de la durabilité à long terme soit posée comme un élément qui me semble essentiel. Après, la réponse à apporter à tout cela, ça, mon collègue M. Soulas a parfaitement raison, il n'appartient pas aux scientifiques. Oui, oui. Si je peux me permettre. Oui, je vous en prie, M. Soulas. Si je peux me permettre de reprendre la parole un instant, et je suis tout à fait en accord naturellement avec ce que vient de dire M. Hibert. Je pense que, et pour continuer la réponse à M. Lamalati, dont j'ai bien compris que ce n'est pas lui qui pose la question, mais il s'inquiète qu'un certain nombre de personnes la posent. Je vais fixer un peu les choses. Si vous voulez, il y a environ 30% du territoire national qui est boisé. D'accord? Donc, on peut dire que ça représente en belle forêt, si vous voulez, on a à peu près entre 17 et 18 millions d'hectares qui sont en belle forêt. D'accord? Sur ces 17 à 18 millions d'hectares, il y a au moins 6 millions d'hectares de chênaies, donc des bois dans lesquels on trouve majoritairement du chêne. Sur 1 hectare de chêne, de forêt, de belles forêts constituées, si vous voulez, et de chênes en particulier, on peut trouver 150 à 250, voire plus parfois, arbres. D'accord? Donc, on peut en déduire, si vous voulez, qu'en France, nous avons plusieurs centaines de millions de chênes. Et sur ces centaines de millions de chênes, on peut estimer très raisonnablement qu'on a plusieurs millions de chênes qui ont des dimensions susceptibles d'être compatibles avec celles des bois de la reconstruction. Donc, prélever 1000, 2000 chênes sur plusieurs millions de chênes, mais de quoi parle-t-on? Où est le problème? C'est même pas compréhensible que cette question soit posée. Vous prêchez un convaincu. Effectivement, les gens ne savent pas qu'il y a une très forte croissance de la forêt
et qui remonte presque au début du XXe siècle et qui est très considérable et qui pose de graves problèmes d'ailleurs, dont les deux principaux sont la stérilisation du milieu rural. Et il y a moi, je suis originaire du plateau de Mille Vaches, hein, qui était une région presque nue au début du XXe siècle et qui est complètement envahie, où tous les hameaux sont des sortes d'îlots en fait. Donc il y a un problème très grave d'aménagement du territoire et il y a aussi un problème de risque de grandes catastrophes comme grands incendies, grandes épizooties, grandes maladies, etc. Donc la progression de la forêt en France, elle n'est pas connue du tout des urbains, mais je pense que c'est un problème majeur et qu'il faut faire connaître. Alors, moi, quand j'ai eu à intervenir sur cette question des chênes de Notre-Dame, il y a un point sur lequel je me suis peut-être un peu engagé et sur lequel j'aurais aimé avoir votre avis. J'ai soutenu l'idée que les chênes, au fond, n'étaient pas vraiment des végétaux naturels et spontanés, mais qu'ils étaient un peu comme, si vous voulez, un tournesol dans un champ de tournesol, qu'ils étaient le fruit d'une longue sylviculture et qu'un chêne naturel, finalement, il est branchu, alors que les chênes dont vous servez, il vient après une période dans laquelle on a nettoyé le taillis, on a enlevé des branches, on a fait toutes sortes de choses pour gérer la forêt. Autrement dit, il est plus le produit de la sylviculture que de la nature. Qu'est-ce que vous en pensez? Enfin, je ne voudrais pas monopoliser la parole, mais si vous voulez, c'est une question la question que vous posez, elle est très juste, mais elle dépend du peuplement et du développement des arbres. Si vous êtes dans ce qu'on appelle une régénération naturelle, vous allez avoir une quantité très importante. Tout à l'heure, je parlais entre 150 et 250, voire plus chênes à l'hectare, mais ça, c'est une forêt, comment dire, très adulte et une forêt d'aujourd'hui dans laquelle, effectivement, il y a eu l'intervention de l'homme qui a permis de sélectionner, etc. Il y a des éclaircies qui sont faites, etc. Dans une régénération naturelle, vous avez une quantité très importante d'arbres qui se développent. Donc, vous avez certaines forêts de résineux, par exemple, et je ne parle pas de celles que vous évoquiez, monsieur Lamalati, mais dans d'autres, notamment des forêts boréales au Canada, où on a de la forêt naturelle de résineux qui se développe de cette façon, et c'est valable pour les feuillus également. Vous ne passez pas dans la forêt, vous avez des forêts qui sont impénétrables. Donc, dans les forêts naturelles, si vous voulez, qui étaient celles du XIIIe siècle, vous aviez des chênaies très denses, donc des arbres très rapprochés qui sont en lutte pour la lumière. La lumière, c'est la photosynthèse, c'est la vie, c'est le développement. Un arbre qui est recouvert par les autres, il est mort. Donc, tous les arbres poussent le plus vite possible et de manière groupée. Donc, sous le couvert des houppiers, vous n'avez pas de branches qui se développent. Vous avez donc des troncs très droits, bien de fil et pratiquement aucune branche. Et ce, sur des hauteurs de 10, 12, 15 mètres. Bon, après, évidemment, la lutte pour la survie fait qu'il y a des arbres qui meurent, il y a des maladies, il y a des prédateurs, des insectes, etc. Donc, au bout de 50, 60 ans, vous avez toujours une forêt très dense, mais elle est un peu moins parce qu'il y a eu une sélection naturelle qui s'est opérée. Et puis, si vous attendez 100 ans, 150 ans, 200 ans, c'est toujours la même chose, mais avec moins d'individus, parce que les individus ont grossi, les houppiers se sont développés, mais le principe reste le même. Vous avez une forêt très dense, ce qu'on appelle de la haute futée, forêt très dense, et avec des arbres très droits, vraiment magnifiques. Bien. Pour ajouter un commentaire. On va peut-être passer à la... Oui, pardon, Pardon, je vous en prie, monsieur. Oui. Ouais, pour ajouter un commentaire, en France, il y a près de 70% de la surface de la forêt qui est couverte par des essences feuillues. Et on n'exploite que 20% de la ressource pour les produits sciés en termes de feuillus. Ce qui veut dire qu'on a une très forte sous-exploitation de la ressource en chêne, par exemple, puisqu'on parle de feuillus, et on utilise principalement des résineux.
Donc, pour moi, abattre, comme disait Jean-Jacques, 1000 ou 2000 chênes, si on fait de l'exploitation convenable forestière, il n'y a aucun problème et on a largement de la marge. C'est aussi pour répondre à une question de Sultana Mouaïdine qui demandait si effectivement on manque de bois de construction en France. En tout cas, pas de feuillus. Il faudrait les exploiter peut-être un peu plus. Oui. Parce Bien, qu'actuellement, on est dans une situation, si vous voulez, où on vend des grumes de chêne à des Oui. pays asiatiques qui nous renvoient ensuite tout un tas d'objets, de meubles, etc. On est actuellement dans une situation où on a une ressource abondante et où, au lieu d'utiliser cette ressource et la transformer nous-mêmes, on vend notre ressource comme on peut le dénoncer dans un certain nombre de pays en voie de développement qui sont dont les ressources sont pillées. Eh bien, nous sommes, et je rejoins exactement ce que vient de dire Alain, nous sommes dans une situation paradoxale où nous avons une ressource très abondante qui n'est pas utilisée correctement. Voilà. Et donc, Madame Mouaïdine qui demande si on manque de bois de construction, eh bien, non, on ne manque pas de bois de construction. Voilà. Bon, ben, c'est rassurant, Bien, merci. ouais. Bon, C'est rassurant. la dernière question, quel nombre d'arbres nécessaires et d'où viendront-ils? Beaucoup de communes ont donné. Moi qui suis très souvent dans le nord de la Franche-Comté, il y a plein de petites communes qui ont donné chacune un chêne. Hein. Alors après, il va y avoir évidemment un traitement des grumes qui ont été abattues. Voilà. Mais il faudra 1000, hein, c'est ça, c'est le chiffre de 1000 que j'avais retenu, hein, un millier d'arbres, hein, si j'ai bonne mémoire. Hein. Il en faudra certainement plus. Donc, plus, d'accord. Okay. Bon, on va conclure. En tout cas, moi, je trouve que la discussion était passionnante. Hein. On a appris plein de choses. Hein. J'espère que mes confrères en font leur miel pour leurs articles. Hein. Je vous remercie beaucoup hein, pour les trois. C'était vraiment passionnant. Hein. Et puis, on a marqué comme ça les 2 ans après l'incendie et on a tous constaté qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient à l'œuvre en matière de matériaux, en matière de recherche, en matière de prospective. Enfin bon, on peut voir que vous avez chacun dans votre domaine vos recherches, menez vos recherches avec des résultats qui sont, j'imagine, des choses espérées, applicables dans la restauration de Notre-Dame, voilà, qu'on espère en tout cas mise hors d'eau bientôt, mais en tout cas restaurée dans quelques années. Voilà. Monsieur Royer, il y a une question qui est passée à l'as. Monsieur Royer, excusez-moi, il y a une question qui est passée à l'as et auquel je voulais quand même apporter une réponse. Il y a une dame qui a fait remarquer que Hugo dénonçait l'état catastrophique de la cathédrale de Paris. Oui. Alors, on a trouvé un texte de 1526 qui dresse une expertise d'architecte, qui dresse un état lamentable de la cathédrale Notre-Dame, 1526, avec un projet de reconstruction de la voûte de la croisée. Ce projet n'a pas été réalisé, les premiers travaux ont été faits en 1730 et il n'y avait pas eu d'effondrement. Ces travaux qui ont été assez légers et Viollet-le-Duc ensuite en 1843 s'y est attelé. Il faut bien comprendre une chose, c'est un peu comme dans un avion, c'est parce qu'il y a des choses qui sont usées et en mauvais état que l'édifice est au bord de la ruine. La philosophie des monuments historiques, c'est d'ailleurs de ne pas restaurer forcément un édifice en mauvais état, mais un édifice qui se dégrade. C'est un peu différent. D'accord ? Et généralement, il y a quelques grands, on va dire quasiment quelques grands philosophes de la restauration. Je pense à un monsieur qui est très âgé qui s'appelle Jean-Louis Topin. Il expliquait toujours qu'un édifice, on le regarde et on le regarde longtemps. D'accord ? C'est parce qu'il y a une pierre qui est un peu usée qu'il faut la changer. Vous voyez ? Donc, c'est une mentalité en fait qui est très différente de ce qu'on peut envisager. Et en plus, il faut bien penser à une chose, c'est que Hugo, c'est un homme qui était formidable et très compétent en plein de choses, mais pas forcément l'architecture. Voilà. Écoute, Très bien. C'est un grand visionnaire. Hein. Avouez que oui, raconter cet incendie
comme si c'était, voilà, c'est formidable, quoi. Ouais. Oui, bien sûr. Ah oui. J'aime beaucoup Victor Hugo, il n'y a pas de problème. Mais... Il va nous falloir conclure, hein, monsieur Soulas. Vous avez le mot de la fin. Allez, je vous donne le mot de la fin, monsieur Soulas. Excusez-moi de prolonger, mais il y a deux questions là que je vois qui me paraissent intéressantes. Il y a une question qui est de dire, mais pourquoi est-ce qu'on envisage de refaire à l'identique après 8 siècles après la fabrication de cette charpente, ne pourrait-on pas faire autrement? Naturellement, avec le matériau bois, on pourrait concevoir une charpente complètement différente, mais qui pour autant permettrait de franchir l'espace, qui remplirait toutes les fonctions. Mais encore une fois, ce n'est pas à nous ici de dire s'il faut faire à l'identique, ce n'est pas à nous. Donc la question, elle est pertinente, mais elle ne peut pas nous être posée. Voilà. Et il y a une autre question sur les chênes. On a déjà abattu près de 1000 chênes, on peut dire, 800, 900 chênes, et il y aura une autre campagne d'abattage l'année prochaine. Les chênes ont été abattus pour le moment principalement dans la grande région, je dirais, ouest-nord-ouest de la France. Voilà. Bien, écoutez, merci. On pourrait encore discuter pendant une bonne heure au moins, mais bon, il faut qu'on puisse voilà, retrouver nos forces, si je puis dire, pour faire nos papiers autour de Notre-Dame. Je propose qu'on me demande de donner vos mails, si vous êtes d'accord, hein, messieurs. Hein, oui, bien sûr. Voilà, pour que mes confrères et consoeurs puissent prolonger le débat avec vous selon leurs intérêts. Hein, voilà, si vous en êtes d'accord, on fait comme ça. Bon, merci beaucoup. Voilà, bonne soirée, c'était passionnant. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci à tous. Merci à tous. Merci, au revoir. Merci. Au revoir, messieurs, dames. Bonne soirée. Merci. Au revoir tout le monde. Au revoir, Georges. Au revoir, Carrie. Au revoir, tout le monde.